Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire du mardi de l'EHESP. Donc, à l'occasion des 20 ans de la loi du 11 février 2005, aujourd'hui, le HESP a le plaisir de vous proposer ce webinaire consacré à la fonction de référent handicap. Donc, comment cette fonction essentielle s'est construite entre les ambitions politiques, les besoins du terrain et les éclairages issus des travaux de recherche? Quelles démarches ont permis d'approfondir la compréhension de cette fonction référent handicap? Quels enseignements en tirer? Et comment les résultats de recherche nourrissent-ils aujourd'hui les dispositifs de formation? C'est autant de questions qu'on va aborder aujourd'hui avec nos 4 intervenantes. Bonjour, nos 4 intervenantes. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Caroline Mauvigné, qui est déléguée recherche, formation et innovation au Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, donc le FIP. Bonjour Caroline. Bonjour. On a le plaisir d'accueillir également Béatrice Valdès, qui est démographe, enseignante-chercheur et co-responsable de formation master à l'École des études en santé publique. Bonjour Béatrice. Bonjour. Nous avons également la chance d'avoir parmi nous Karine Chauvin, qui est sociologue et responsable des formations à l'EHESP également. Bonjour Karine. Et enfin, on a le plaisir également d'accueillir Emmanuel Fillon, qui est sociologue également et enseignante-chercheur et co-responsable de formation à l'École des hautes études en santé publique. Donc, avant de laisser la parole à nos intervenantes pour un temps d'échange qui durera 40 minutes, je vais vous présenter donc le déroulé de cette session. Donc, 40 minutes d'interview avec nos intervenantes, à la suite desquelles on vous passera la parole pendant une vingtaine de minutes. Donc, quand je dis parole, vous avez l'occasion d'interchanger avec nos participantes, nos intervenantes, pardon, dans l'outil Q&R qui figure en haut à gauche de votre écran dans le bandeau. Donc, n'hésitez pas à commencer à adresser vos questions au cours du webinaire. Elles seront adressées aux intervenantes durant les 20 dernières minutes. Et enfin, je vous précise que ce webinaire sera enregistré et qu'il sera rediffusé sur la chaîne YouTube de l'EHESP d'ici 2 ou 3 semaines. Voilà. Donc, sans plus tarder, je m'adresse à nos intervenantes. Donc, on est réunis, en fait, comme on l'a introduit, un peu plus de 20 ans après la loi du 11 février 2005, donc pour l'égalité des droits et des chances. Donc, Emmanuel, pouvez-vous, en fait, nous rappeler les ambitions de cette loi en matière d'emploi? Oui, merci Chloé. Pour revenir un petit peu en arrière, il faut se rappeler qu'en fait, la question de l'emploi, ça a toujours été très, très structurant de l'ensemble des politiques publiques dédiées au handicap au XXe siècle. Et ça s'est décliné sur 3 modes. Soit via l'exemption de l'obligation de travailler grâce à l'AAH, l'allocation adulte handicapé, qui a été créée au début des années 70. Soit on avait aussi une autre voie qui consistait à donner une activité aux personnes handicapées par le biais du travail protégé dans des établissements médico-sociaux. Et enfin, il y avait aussi des dispositions pour favoriser l'insertion professionnelle dans le milieu ordinaire via l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Ce sont les fameux quotas de 6% de travailleurs que tous les employeurs de plus de 20 salariés sont tenus d'embaucher avec une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Alors, le point commun au travail protégé et aux quotas, c'est qu'il s'agissait bien de donner une place aux personnes handicapées dans le monde du travail, mais c'était quand même une place à part. C'est-à-dire que c'était soit au titre de bénéficiaires de l'action sociale dans le travail protégé, et ça ne s'agit pas de salariés, leur activité ne relève pas du code du travail, etc., soit par le moyen de la discrimination positive via les quotas. Et la loi de 2005, elle va beaucoup plus loin, parce qu'elle se donne l'ambition de créer les conditions concrètes d'égalité des personnes handicapées et des personnes valides dans l'ensemble des domaines de la vie sociale, notamment le travail. Et cette loi de 2005, elle s'inscrit dans une approche nouvelle où le handicap n'est plus seulement considéré comme un problème individuel et médical, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, comme un problème qui est posé par un environnement social, matériel, symbolique, etc., qui oppose des barrières aux personnes handicapées.
Et donc, pour répondre à cette exigence d'égalité, notamment la loi de 2005, elle introduit le droit de la non-discrimination dans les politiques d'emploi des personnes handicapées. Et ça, c'est nouveau. Elle crée notamment une obligation à tous les employeurs, même ceux de moins de 20 salariés, qui est celle d'aménagement raisonnable. Et ces aménagements raisonnables, ça vise à produire l'ensemble des aménagements nécessaires pour que les personnes handicapées puissent accéder à l'emploi, exercer leur activité professionnelle et y évoluer à égalité avec les autres. C'est la transposition d'une directive européenne de 2000. La loi de 2005, elle a également posé l'obligation d'accessibilité des lieux de travail. Malheureusement, ça n'a jamais été mis en application. Et dans le même temps, cette loi de 2005, elle maintient aussi les dispositifs antérieurs, notamment la fameuse obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui est renforcée à partir de 2005, spécialement dans la fonction publique, qui se trouve pour la première fois assortie de contraintes financières substantielles en cas de non-respect de cette OETH. Et c'est là aussi intervient la création du FIPHFP en 2006. Et c'est vrai que la situation d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique, elle était spécialement insatisfaisante avant la loi et sa mise en application. On peut dire que l'État ne remplissait pas son devoir d'exemplarité, puisqu'on avait encore en 2010 moins de 4% d'agents RQTH dans la fonction publique. Et voilà, on peut dire que la fonction publique, elle s'est vraiment emparée de la question de l'emploi des personnes en situation de handicap à partir de 2005, notamment grâce à la création du FIP et aussi grâce à la création du nouveau métier qui est celui de référent handicap. Alors, c'est un métier qui n'a pas cessé de se consolider, depuis, on va y revenir. Et c'est vrai qu'on constate aujourd'hui qu'il y a eu des très nets progrès, notamment pour ce qui concerne le respect des quotas dans la fonction publique, puisqu'aujourd'hui, on a quand même un taux qui est de 6,35, je parle sous le contrôle de Caroline, de travailleurs handicapés dans la fonction publique, et c'est un taux qui est très supérieur à celui du privé. Par contre, pour ce qui est de la discrimination, alors, on pourrait rentrer dans les détails de discrimination directe, discrimination indirecte, mais on voit bien que, y compris dans la fonction publique, cette discrimination dans l'emploi, ça reste un phénomène massif. Et malheureusement, ça, j'ai envie de dire que tous les rapports annuels du Défenseur des droits nous le rappellent. Alors, on va voir aussi que quand même le métier de référent handicap, il nécessite encore pas mal de consolidation, mais c'est un des acteurs essentiels pour produire l'égalité attendue depuis la loi de 2005 et qui est encore loin d'être atteinte. Et je vais laisser Caroline présenter un petit peu du coup l'action menée par le FIPHFP en ce sens. Merci Emmanuel. Donc le FIP, il a été créé, comme il a été dit, par la loi du 11 février 2005 par un décret en 2006. Il est géré par la Caisse des dépôts et il est sous tutelle de 5 ministères. On peut dire que sa raison d'être est de collecter les contributions des employeurs publics n'ayant pas atteint les 6% des personnes en situation de handicap dans leur effectif. Donc aujourd'hui, de 2006, le taux était de 3,55% et aujourd'hui, on dépasse les 6% puisqu'on arrive à 6,35% en 2025, donc 20 ans après sa création. Donc le champ d'intervention du FIP s'articule autour de 5 missions principales qui est, la première, c'est favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap. La deuxième, aider leur maintien dans l'emploi. Le troisième, soutenir la formation professionnelle. Le quatrième, sensibiliser l'environnement professionnel. Et le cinquième, développer l'accessibilité numérique, sans oublier la valorisation de l'apprentissage. Donc, il s'agit toujours pour nous, pour le FIP, d'accompagner les personnes en situation de handicap vers l'emploi et de les aider à
conserver tout en compensant les conséquences de leur handicap. Donc nous, on agit toujours en complémentarité du droit commun et pour compenser le handicap des agents qui sont en situation de handicap dans les 3 versants de la fonction publique. Depuis 2012, le FIP et le HESP ont développé un partenariat de recherche visant à mieux connaître et à s'interroger sur les dispositifs et les pratiques professionnelles relatives à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, ainsi que sur leur évolution dans le secteur public. Donc, ce partenariat a pris la forme d'un programme de recherche et d'échange de pratiques avec 2 objectifs principaux: mieux connaître et comprendre les pratiques en termes d'insertion, d'accompagnement et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap au sein de la fonction publique, de favoriser les échanges de pratiques entre les professionnels impliqués dans l'insertion, l'accompagnement et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap au sein de la fonction publique. Et le FIP s'est penché très rapidement sur le métier des référents handicap, sur le métier du référent handicap, bien avant la loi du 6 août 2019. Et en fin de compte, depuis 2013, le FIP a voulu intégrer dans les conventions employeurs la présence d'un référent handicap. Donc, il incite et il a toujours été vigilant à la présence d'un référent handicap au sein des employeurs qui conventionnent et qui conventionnaient avec nous depuis 2013. Et donc, comment le partenariat entre le HESP et le FIP alors a été initié et a abouti à une recherche vraiment spécifique sur le métier de référent handicap? Pardon. Non, j'allais dire, je vais laisser la parole à Emmanuelle. Voilà, je l'ai prise. Désolée. Oui, d'abord, je voudrais quand même remercier le FIP parce que c'est vraiment une institution qui a témoigné d'un intérêt pour la recherche en sciences humaines et sociales et voilà, intérêt qui s'est traduit par toute une série de conventions de recherche. Alors effectivement, comme le disait Caroline, on a commencé il y a plus de 10 ans maintenant, plus de 12 ans même, je crois. Et au départ, notre souci, c'était quand même surtout d'essayer de regarder un petit peu comment ça se passait le travail des personnes en situation de handicap dans la fonction publique, et on essayait de réfléchir collectivement sur l'impact des politiques induites par la loi de 2005, voir ensemble quels étaient les outils à consolider, à faire évoluer, etc. Et au départ, en fait, les travaux qu'on a menés dans le cadre des premières conventions, elles portaient largement sur l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique, en essayant de voir, voilà, concrètement, qu'est-ce que c'était que les leviers, les obstacles à l'emploi de ces personnes dans la fonction publique. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est des recherches qui étaient menées de manière relativement indépendante par des chercheurs et des chercheuses qui relevaient de disciplines différentes, qui avaient des méthodes différentes, de la sociologie du handicap, de la sociologie des professions, du travail, de la santé au travail, des sciences de l'éducation, de l'analyse qualitative, de l'analyse quantitative. Enfin voilà, c'était extrêmement varié. On développait tout un petit peu nos terrains, toutes et tous, quand même, il y avait des hommes aussi. Donc on ne peut pas présenter ici l'ensemble des résultats qu'on a pu mettre en évidence, mais un point essentiel qui est à mettre en lumière ici, c'est que malgré cette diversité de terrains et de méthodes, toutes les recherches, elles ont progressivement convergé vers un même constat, à savoir que voilà, le référent handicap, il apparaissait systématiquement quand même comme un acteur à la fois central et fragile de la mise en œuvre concrète des politiques du handicap dans les établissements. Et on le trouvait au cœur des situations de maintien en emploi, dans les commissions de reclassement, dans
les actions de sensibilisation, il était on le voyait travailler avec les DRH, avec la médecine du travail, avec les directions, avec les agents, avec des partenaires extérieurs, etc. Et on voyait bien qu'au final, c'était quand même lui qui assurait largement la coordination et qui rendait possible un dialogue entre les acteurs qui ne travaillaient pas forcément ensemble au quotidien et qui, pour certains, découvraient complètement la question du handicap. Et dans le même temps, donc, on voit bien qu'il est central, mais on constate un paradoxe, c'est que on voyait bien que il n'existait quand même pas de cadre très précis de stabiliser du métier, il n'y avait pas de formation commune, parfois il n'y avait même pas de fiche de poste précise, des situations très hétérogènes. Ce qui nous a conduit à nous dire, bon, il faut vraiment qu'on considère, qu'on regarde de plus près qu'est-ce que c'est que cette nouvelle fonction, comment ça s'exerce, qui sont les gens qui l'occupent, etc. Et on en a fait un objet de recherche en soi à partir de 2017 et on a créé un axe spécifique pour travailler sur ces référents handicap sous la direction de Béatrice Valdès. Et dans le même temps aussi, le FIPHFP finançait un DE de l'EHESP pour former les référents handicap. Donc, je vais laisser la parole peut-être à Béatrice pour parler plus avant nos résultats de recherche. Juste peut-être préciser pour nos participants que DE, c'est un diplôme d'établissement. Donc voilà, c'était juste pour la petite parenthèse. Donc Béatrice, oui, est-ce que vous pouvez nous dire en fait ce que votre recherche a permis en fait d'observer sur le métier de référent handicap? Oui, merci. Alors, pour notre recherche, nous avons mené une enquête dans les 3 versants de la fonction publique et à l'échelle nationale, et on a combiné 2 approches complémentaires. D'une part, on avait un volet quantitatif reposant sur un questionnaire en ligne que l'on a mené en 2019 et auquel ont répondu 323 référents handicap. Ce questionnaire voulait identifier les caractéristiques, les pratiques et les difficultés rencontrées par les référents dans l'exercice de leur mission. Et d'autre part, nous avions également un volet qualitatif qui a été fondé sur 44 entretiens réalisés entre 2021 et 2022. Et là, on a essayé un peu d'approfondir certaines questions, notamment la question des parcours, celle des ressorts de l'engagement, de l'activité réelle, et finalement, quel était le rôle du référent handicap dans la mise en œuvre de la politique handicap au sein des établissements. L'un des premiers constats issus du questionnaire, c'est que finalement, la fonction de référent handicap, elle est très majoritairement féminine, puisqu'on avait à peu près 80% de référents handicap qui sont des femmes. Mais au-delà de cette caractéristique, l'un des principaux résultats de notre recherche, c'est qu'il n'existe pas de profil type du référent handicap. Derrière cette appellation, on a finalement en réalité des profils et des situations professionnelles qui sont très hétérogènes. Les trajectoires sont extrêmement variées. On voit que certains accèdent à cette fonction en début de carrière, c'est le cas pour 10% d'entre eux, mais la plupart ont déjà une expérience professionnelle et parfois une longue expérience professionnelle. Et les parcours antérieurs sont tout aussi diversifiés. Certains sont issus des ressources humaines, du soin, du médico-social, de fonctions administratives, d'autres de la prévention ou de l'accompagnement social. On a également observé une grande diversité en matière d'expérience préalable du handicap, puisqu'une grande partie des référents n'avaient jamais travaillé sur ces questions avant leur prise de poste. Le plus souvent, finalement, les référents handicaps ont été désignés en interne, sans concours ni formation initiale spécifique, et ils exercent cette fonction en plus d'autres missions. Et la plupart apprennent ainsi leur métier sur le tas, c'est ce qu'ils nous disaient. C'est un point majeur car la fonction suppose quand même une maîtrise rapide d'un cadre réglementaire et de dispositifs techniques, tout en exposant à des situations individuelles qui sont parfois complexes. Lorsqu'il bénéficie d'un appui, celui-ci passe souvent par les handipacts, qui sont des dispositifs régionaux qui réunissent les référents handicap et qui permettent des échanges entre pairs, le partage d'expériences, mais aussi l'accès à certaines ressources. Les conditions d'exercice sont elles aussi très contrastées et c'est un point particulièrement marquant parmi nos résultats. Si certains exercent la fonction à temps plein, ils restent quand même minoritaires puisque seul un quart y consacre un temps plein. Et on voyait
Par contraste, un tiers qui y consacre 20% de leur temps ou moins en cumul avec d'autres missions, ce qui alourdit fortement la charge et qui génère parfois des frustrations, voire de l'épuisement. Un premier besoin très fortement exprimé concerne justement le manque de temps disponible. Beaucoup de référents handicap qui exercent cette mission avec une quotité parfois très faible, on l'a vu, ça les oblige finalement à faire des arbitrages permanents entre les priorités, priorités administratives, l'accompagnement des agents, le suivi des dossiers ou des actions de sensibilisation, et ça peut avoir un effet direct sur leur capacité d'agir. Or, justement, la loi de transformation de la fonction publique de 2019 énonçait que l'employeur veille à ce que le référent handicap dispose sur son temps de travail des disponibilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Et dans les faits, cet objectif est loin d'être atteint pour tous les référents handicap. Cette faible quantité de travail, elle est souvent combinée à l'absence de statut clairement défini, ce qui peut fragiliser la fonction et ce qui peut alimenter une usure professionnelle et contribuer finalement au turnover qui est assez important parmi les référents handicap. Les périmètres d'intervention également varient fortement. Ça peut aller de quelques dizaines d'agents à des structures de très grande taille, voire à des échelles ministérielles. Et malgré cette diversité, on pouvait dégager des points communs. Les référents handicap occupent tous une position transversale puisqu'ils sont à l'interface entre les agents, les directions, les ressources humaines, la médecine du travail et aussi des partenaires extérieurs. Leur activité, finalement, dépasse largement les tâches administratives puisqu'elle repose aussi sur l'accompagnement, la coordination, le travail relationnel et la capacité à faire coopérer des acteurs aux logiques parfois différentes. Nos travaux montrent ainsi qu'il s'agit d'une fonction devenue essentielle dans la mise en œuvre concrète des politiques du handicap, mais dont les contours restent encore très variables selon les établissements et les moyens qui sont accordés. C'est pourquoi nous parlons dans nos travaux d'un métier flou. Cette fonction a toutefois fait l'objet d'une reconnaissance progressive au cours de ces dernières années. En 2018, la désignation d'un référent handicap est rendue obligatoire dans les établissements de moins de 150 agents. Puis en 2019, elle devient obligatoire dans l'ensemble des administrations. Et cette dynamique se poursuit en 2023 avec la création d'une fiche métier spécifique dans le répertoire des métiers de la fonction publique. Mais malgré cette reconnaissance législative et institutionnelle, le cadre reste encore peu stabilisé. Les missions, les moyens, la quantité de temps ou bien la place dans l'organisation varient fortement d'un établissement à l'autre. Et dans de nombreux cas, les référents handicap ont dû construire leur mission progressivement dans la pratique et parfois même formaliser eux-mêmes leur fiche de poste. On constate également un besoin fort de soutien, de reconnaissance et de clarification du rôle. Donc, au-delà de la diversité des profils, les référents handicap apparaissent comme un groupe de professionnels très investis, mais encore insuffisamment reconnus et souvent isolés dans leur organisation. Leur positionnement est parfois fragile et leur légitimité doit être construite en permanence, ce qui limite leur capacité à transformer durablement les pratiques des établissements. On retrouve ici des constats proches de ceux observés pour d'autres fonctions transversales, je pense notamment aux référents diversité. Les référents expriment d'ailleurs très clairement un besoin de clarification de leur mission et de reconnaissance de leur fonction. La création de la fiche métier en 2023 a vraiment été perçue comme une avancée importante, mais dans les faits, cette fiche finalement reste encore relativement floue. Nos résultats montrent également que les difficultés rencontrées ne tiennent pas seulement à un manque de connaissances techniques, mais à la complexité du positionnement professionnel attendu. L'enquête met en évidence un besoin important de formation. Beaucoup apprennent sur le tas, je l'ai déjà dit, alors même qu'ils doivent mobiliser des compétences très variées. Ils doivent maîtriser le cadre réglementaire, ils doivent connaître les dispositifs, coordonner des acteurs, conduire des projets, gérer des situations complexes. Les référents handicap expriment ainsi une attente forte de formation qualifiante, diplômante et professionnalisante. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des connaissances, mais aussi ils expriment un besoin d'outillage et le besoin de structurer une expertise et de renforcer leur légitimité dans leur établissement. Parmi les besoins de formation exprimés, on retrouve notamment des formations en gestion de projet,
Des compétences juridiques, financières et de gestion, la capacité à identifier les bons interlocuteurs, mais aussi la capacité à évaluer, détecter des potentiels, des compétences dans le cadre des parcours professionnels. L'isolement constitue également une difficulté importante puisque les référents handicap travaillent souvent seuls dans leur structure et disposent de peu d'espace pour échanger sur leurs pratiques. Et je vous disais, les réseaux de pairs, mais aussi les handipacts ou les formations jouent alors un rôle essentiel de soutien et de partage d'expériences. Donc la formation, elle peut justement agir comme un levier sur plusieurs de ces dimensions en apportant des connaissances et des outils, en aidant à structurer les pratiques professionnelles, en favorisant les échanges entre pairs et en renforçant la légitimité des référents handicap dans leur établissement. Elle peut ainsi contribuer dans une certaine mesure à mieux faire reconnaître la nécessité de disposer de temps et de moyens adaptés pour exercer cette fonction. Et donc, vous évoquez la formation donc, comme un levier structurant pour ces métiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en fait sur les formations existantes? Ah, on ne vous entend pas, Karine. Désolée. Donc, je prends la parole sur les formations. Comme on a pu le voir dans les premiers travaux lors de la première convention avec le FIP, donc ces travaux ont mis en lumière le référent handicap comme un acteur stratégique de la politique du handicap dans les administrations de la fonction publique, en soulignant l'importance d'accompagner ce référent dans sa professionnalisation. La deuxième convention avec le FIP, qu'Emmanuel Fillon a daté du coup de 2017, a donc permis d'ouvrir un diplôme d'établissement à l'EHESP en 2018 précisément. La formation, et je reprends votre question, la formation est en effet une manière de structurer davantage cette fonction de référent handicap, et de toute fonction d'ailleurs, de tout métier, en favorisant la montée en compétences, en partageant des outils et des méthodes, en développant des échanges de pratiques, et plus largement en contribuant à construire une culture professionnelle commune et une meilleure reconnaissance du métier. Ce diplôme, donc le DE, le diplôme d'établissement, se déroulait sur une année, sous la forme de 9 modules en présentiel, et il a contribué à former 6 promotions de référents handicap. Il est actuellement en cours de réingénierie afin d'être au plus près des besoins des référents handicap, dans un contexte d'évolution des politiques publiques et des organisations. Cette rénovation, qui a lieu dans le cadre d'une 4e convention avec le FIP, s'appuie sur un nouveau dispositif de formation dispensé en région et qui va s'étendre sur 3 années, de 2025 à 2028. Merci Karine. Donc vous évoquez le dispositif de formation en région. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est que ce dispositif de formation en région et qu'est-ce qu'il vise en fait en pratique? Oui. Donc, ce dispositif en région a déjà fait l'objet d'un webinaire qui peut être à nouveau visionnable. Ce dispositif de formation s'adresse à des référents handicap des 3 versants de la fonction publique, n'ayant pas été formés ou des agents exerçant les missions de référent sans en avoir le titre. Donc, c'est une formation qui vise vraiment les personnes qui n'ont pas de formation, pas forcément d'ailleurs des nouveaux référents. La faible quantité de temps consacré à leur mission et le peu de crédit donné à la fonction de référent handicap dans les différentes organisations, dans certaines organisations, peut occasionner une difficulté pour les référents à venir se former, notamment dans des lieux plus centralisés. Le principe de ce dispositif est donc de rendre l'accès à la formation plus facile et de dispenser les fondamentaux du métier au plus grand nombre de référents handicap, sachant que le FIP prend en charge les frais d'inscription des candidats. Donc, des formations de 2 jours et demi, dont une demi-journée à distance, vont être délivrées sur 12 régions de la métropole par 15 formateurs relais, eux-mêmes référents handicap ou ayant une expertise reconnue sur le métier. En sorte, c'est une formation par les pairs, sur la base d'un contenu unique construit par le FIP et par le HESP, en concertation tout au long du dispositif avec les formateurs relais. Au final, il est prévu de délivrer 90 formations sur 3 ans, soit 30 formations par an, et soit 1350 stagiaires formés.
Donc, ce qui constitue une bonne base de données pour la recherche ou l'expertise sur le métier. En plus de rendre accessible la formation et de faciliter l'acquisition d'une identité professionnelle, ce dispositif constituera un terrain d'observation pour un collectif qui sera composé de chercheurs, de référents handicap, d'un ingénieur d'études et d'une directrice de projet. Le recueil de données s'organisera sous la forme de relevés d'indicateurs, d'une enquête permanente, qualitative ou quantitative, d'enquêtes ponctuelles, quantitatives ou qualitatives, auprès des stagiaires donc formés dans ce dispositif en région et des formateurs relais. Ces données seront renvoyées vers un observatoire afin d'enrichir notre connaissance du métier et de ses réalités de terrain. Merci Karine. Alors vous mentionnez cet observatoire, donc est-ce que vous pouvez mieux le définir, en fait, nous dire ce qu'est un observatoire, en fait quelle est sa vocation et puis à qui en fait s'adresse cet observatoire et les travaux en fait qu'il va porter? Oui, cet observatoire verra le jour d'ici l'automne 2026. Il permettra de partager ces données de terrain récoltées lors du dispositif de formation pendant les 3 ans, de les discuter ensemble. Donc ensemble, c'est avec des référents handicap, des chercheurs, avec tout acteur finalement intéressé par cette identité professionnelle. Cet observatoire devra permettre de mieux connaître le métier de référent, les missions, les pratiques, les conditions d'exercice actuelles, les environnements de travail et encore bien d'autres choses. Au terme, devant le sentiment d'isolement des référents handicap et le manque de capitalisation autour de leurs pratiques, repérées par les chercheurs, l'Observatoire pourra constituer une communauté qui pourra partager autour des outils ou des pratiques, des difficultés récurrentes rencontrées par les référents ou des pratiques innovantes. L'Observatoire vise en somme à l'échange d'expériences, de savoir et de savoir-faire dans le but de contribuer à l'étayage de l'identité professionnelle des référents handicap et à la plus grande reconnaissance de ce métier. Il est projeté comme un outil, donc cet observatoire est projeté comme un outil collaboratif entre praticiens et chercheurs, où chacun pourra alimenter la connaissance par des données et participer à l'analyse pour conduire vers des questionnements. Par exemple, sur les organisations de travail, sur l'évolution des pratiques, sur le soutien des directions, sur les conditions d'une politique handicap efficace, sur l'évolution des politiques publiques, voilà, plein d'autres sujets certainement qui vont apparaître par cette confrontation entre le terrain et la recherche. Enfin, cet observatoire contribuera et continuera à alimenter la formation de l'EHESP et du coup, notamment le nouveau diplôme d'établissement de l'école. Merci Karine. Justement, parlant de ce futur diplôme, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur à qui il s'adresse, qu'est-ce que cette formation vise, quand est-ce qu'elle aura lieu et puis quelle est sa durée et quels apports en fait pour les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées et parmi nos participants aujourd'hui? Bien sûr. Donc, le nouveau diplôme d'établissement de l'EHESP est une formation qualifiante et diplômante. C'est une formation inscrite dans l'offre permanente de l'EHESP qui se déroulera sur 1 an à raison de 9 modules en présentiel à Rennes. C'est une formation plus approfondie que le dispositif de formation en région, constituée d'apports théoriques et pratiques et privilégiant l'interactivité et la pédagogie active autour de cas pratiques, de mise en situation, de jeux de rôle. Il s'appuiera sur les savoirs accumulés par les chercheurs, sur les données aussi recueillies dans l'observatoire grâce au dispositif en région, et sur l'expertise des référents handicap, quels qu'ils soient, des formateurs relais, mais aussi des référents handicap qui auront envie de participer à cette démarche. Le DE sera également l'occasion de poursuivre la collaboration de l'EHESP et du FIP avec et autour de la communauté des formateurs relais. Des exemples, le contenu pourra être sur la politique handicap, sur les missions du référent, sur le FIP, sur les aides, la connaissance des handicaps et ses conséquences sur les situations de travail, l'aménagement raisonnable, l'accompagnement des agents en situation de handicap, la posture du référent handicap, notamment nous agirons beaucoup autour du co-développement, l'échange sur des cas pratiques ou des mises en situation, la construction d'une politique handicap, le conventionnement,
les partenariats, la constitution de réseaux autour du référent, la gestion de projets, etc. En fait, on est en train vraiment de le réformer. Donc ça, c'est vraiment les thèmes de base qui pourront apparaître dans le DE. Donc, le diplôme d'établissement, du coup, accueillera par année 15 à 20 personnes. Donc, ça reste une formation consacrée à un petit groupe et des échanges sont tout à fait possibles avec des apports plus personnalisés. Et du coup, peut-être que ça aurait été dans les questions après, mais les personnes qui souhaiteraient s'y inscrire, ce sera sur l'aide de motivation et éventuellement d'un entretien si besoin. Et la validation du DE se fera par un écrit. Donc, le DE sera évalué et continuera à s'adapter au gré des travaux de l'Observatoire. Je vous propose d'entendre du coup Caroline Mauvignier sur les attentes du FIP par rapport à cet observatoire et plus largement les attentes du FIP autour de la formation des référents handicap. Merci Karine. Merci Karine. Donc un observatoire en sciences humaines, parce qu'il s'agit de ça, consacré au métier de référent handicap, c'est pour nous un outil stratégique. Il a pour objectif d'éclairer l'action publique, d'améliorer les pratiques et donc l'observatoire va faire se rencontrer la recherche, l'expertise et les acteurs de terrain. Et au travers de données fiables récoltées sur le terrain, le FIP pourra ainsi adapter ses priorités et aussi ses financements en fonction de la réalité du terrain. Il pourra aussi améliorer la professionnalisation des référents handicap et créer ou proposer des formations encore plus ciblées pour justement professionnaliser ces agents chargés de l'inclusion plus largement que référents handicap. C'est aussi des référentiels de compétences et avoir des outils pour pouvoir améliorer la professionnalisation. À travers le recueil de données sur le travail réel, on pourra voir, l'observatoire permettra de comprendre les freins de l'inclusion, d'analyser les relations entre agents et les référents handicap et de proposer des solutions adaptées au contexte réel du travail. Et donc, cet observatoire peut nous aider à mieux piloter les politiques publiques d'insertion. Donc, je le redis, mais à professionnaliser les référents handicap et ainsi de pouvoir promouvoir une communauté de pratique et aussi de montrer à travers ces pratiques toutes les innovations encore méconnues que peuvent mettre en place justement ces référents handicap dont parlait Béatrice Valdès, qui sont isolés mais qui sont aussi des créateurs ou des créatifs. Donc c'est aussi pour nous une manière de voir et d'explorer encore mieux le métier de référent handicap. Dans son ambition stratégique de 2030, le FIP prévoit de soutenir la mise en place de formations et de sensibilisation à destination des référents handicap, des conseillers du réseau pour l'emploi et des cadres actuels et futurs de la fonction publique, en intervenant au plus près des écoles de formation, dont le HESP, mais aussi des écoles de formation des cadres des deux autres versants de la fonction publique. Et donc, pour nous, par rapport à ces formations, ce qui est important, c'est de permettre aux référents handicap d'exercer dans les meilleures conditions possibles avec des outils et une formation solide leur métier.
Merci Caroline. Alors je vois que le temps tourne. Donc avant de passer la parole à nos participants, d'ailleurs que j'invite finalement à s'exprimer dans l'outil Q&R. Si vous avez des questions, merci de les adresser par le biais de cet outil. Donc je vous propose qu'on fasse une petite conclusion. Donc est-ce que Béatrice, Emmanuel, Karine, Caroline, vous pouvez nous partager votre vision ou votre espoir en fait de la fonction référent handicap à court, moyen, long terme, donc on va dire dans les 5, 10, 20 ans. Voilà, donc c'est pour histoire de finir sur quelque chose d'un un peu positif. Merci. Je veux bien intervenir en rebouclant. J'ai envie de reboucler sur les ambitions de la loi de 2005, parce que 20 ans après, alors c'est les 21 ans de la loi de 2005, mais c'est aussi les 20 ans de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, là, cette année. Et malheureusement, on l'a dit, hein, il y a eu du progrès, etc., mais on est encore très, très loin de l'égalité face à l'emploi et dans l'emploi. Et par rapport à ça, le rôle des référents handicap, il est essentiel pour essayer d'atteindre cet objectif qu'on s'est fixé maintenant il y a plus de 20 ans. Et trop souvent, en fait, les questions qui sont posées par les personnes handicapées en emploi, elles sont en quelque sorte un petit peu déléguées aux référents handicap, comme s'ils pouvaient assurer leur intégration professionnelle sans rien toucher aux organisations du travail, au mode de management, etc. Et on voit bien qu'il y a quand même encore un certain nombre d'établissements qui demandent juste au référent handicap de s'assurer qu'il ne va pas y avoir de contribution à verser au FIP. Et en fait, nous, on est vraiment persuadés que le rôle du référent handicap, c'est bien, bien plus important que ça. Et notamment parce que les personnes en situation de handicap en emploi, on pourrait les considérer comme des populations sentinelles, en fait, qui nous donnent accès au dysfonctionnement, à ce qui doit être amélioré dans les organisations de travail, etc. Et par rapport à ça, vraiment, le référent handicap, il a une vision très concrète, souvent assez complète. Et donc, voilà, le référent handicap, il ne s'occupe pas juste d'une petite minorité dans l'emploi, qui est une population à part, spécifique. Ça va bien au-delà de ça. Et donc, je pense qu'il faut qu'on bosse tous ensemble là, pour consolider à la fois ces savoirs et puis cette profession. Voilà. Merci Emmanuel. Béatrice, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette petite conclusion? Oui, moi je pense que le rôle des référents handicap, il va continuer à se renforcer dans les années à venir parce que justement les enjeux liés au maintien dans l'emploi et à l'inclusion deviennent vraiment de plus en plus centraux. Mais nos travaux, finalement, ils montrent aussi que l'efficacité des politiques handicap, elle dépend moins des textes mêmes ou uniquement de l'atteinte du quota de 6% que des conditions concrètes d'exercice des référents handicap. Le temps dont ils disposent, le soutien de leur direction, les partenariats ou encore la reconnaissance de leur rôle au sein des établissements. Donc, le quota, il reste évidemment un indicateur important, mais il ne dit pas tout de la qualité de l'inclusion ou des conditions de maintien dans l'emploi. Nos recherches, elles montrent justement que certains établissements peuvent afficher de bons indicateurs tout en étant confrontés à des phénomènes d'usure professionnelle importants. Je pense donc qu'il y a aujourd'hui un enjeu important de professionnalisation de cette fonction, à travers la formation, les échanges de pratiques également, et bien sûr poursuivre nos travaux de recherche pour contribuer à structurer progressivement ce métier qui est encore en construction et renforcer la capacité d'action des référents handicap sur le terrain. Il faut leur donner finalement les moyens d'agir. Merci Béatrice. Caroline, est-ce que vous avez un petit mot? Oui, je rejoins ce que dit Emmanuel et Fillon et Béatrice Valdès sur le référent handicap et justement son poste ou son positionnement va être de plus en plus important par rapport au maintien dans l'emploi des agents dans la fonction publique, puisque la population dans la fonction publique est vieillissante. Les dispositifs de formation en région
que le FIP finance, ainsi que les recherches, elles sont indispensables pour nous pour permettre un meilleur accompagnement des employeurs publics et pour pouvoir les guider dans la structuration d'une politique inclusive. Et je terminerai par dire que le FIP, dans son ambition de 2030, prévoit d'amplifier son soutien aux travaux de recherche menés par les établissements d'enseignement supérieur et donc par le HESP pour enrichir sa connaissance et son expertise et pour pouvoir aider les employeurs publics à mieux s'emparer des politiques handicap. Merci Caroline. Alors Karine, si vous avez un petit mot, peut-être en 1 minute. Oui, vraiment très rapide, effectivement. Je pense qu'il y a aussi un vrai intérêt à sensibiliser et à travailler la sensibilisation auprès des employeurs. Et ça peut être un chantier que commence aussi l'école. Et puis, je voulais juste témoigner du besoin des référents, puisque la première session du dispositif de formation en région, on a eu tout de suite, assez rapidement, des stagiaires s'y inscrivant et témoignant par mail aussi du soulagement de trouver une formation accessible. On est aujourd'hui pour la simple première formation à 287 inscrits. Eh bien, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole donc, à nos participantes. Donc, je rappelle, vous pouvez interagir avec nos intervenantes via l'outil QR situé en haut à gauche de votre bandeau. Donc, on a déjà une première question. Si on revient en fait sur l'enquête par questionnaire et les entretiens que vous avez menés ces dernières années, est-ce que vous avez observé des différences ou alors des spécificités entre les trois versants de la fonction publique dans les profils, les conditions d'exercice de la fonction référent handicap? Alors, je ne sais pas laquelle d'entre vous souhaite répondre. Je veux bien. Oui, dans nos travaux, on voit bien qu'il y a des différences entre les trois versants de la fonction publique. Dans la fonction publique territoriale, les référents handicap ont globalement les conditions les plus favorables. Ils sont plus souvent à temps plein, ils sont davantage diplômés et surtout, ils expriment un sentiment de reconnaissance plus élevé. À l'inverse, dans la fonction publique d'État, la situation est plus difficile. On y a repéré des référents handicap qui disposent très souvent d'une quotité de temps très faible, parfois moins de 20%, alors même qu'ils interviennent sur des périmètres très larges et parfois à l'échelle nationale. Cela se traduit également dans la fonction publique d'État par un sentiment de reconnaissance plus faible et des besoins de formation exprimés plus importants. Et la fonction publique hospitalière, elle se situe plutôt dans une position intermédiaire avec une spécificité, c'est que les référents viennent plus souvent du soin ou du médico-social, donc avec une expérience quand même du handicap plus forte, mais qui ne suffit pas à elle seule à structurer la fonction. Mais au fond, le résultat le plus important, c'est que quand on tient compte de la quotité de temps, les différences entre les versants disparaissent largement. C'est plutôt ça qui ressort. Autrement dit, ce n'est pas tant le versant qui fait la différence, c'est plutôt le temps réellement accordé à la fonction. Merci Béatrice. Est-ce que Emmanuel, Karine et Caroline, vous voulez ajouter quelque chose à la suite de Béatrice? Je veux bien ajouter juste une petite chose. C'est ce que dit Béatrice aussi, c'est quand même, je trouve, très éclairant parce que cette position plus ou moins favorable en fonction des versants de la fonction publique, ça a un effet quand même aussi qu'on peut lire dans le taux d'emploi des personnes handicapées. La fonction publique d'État où les référents handicap témoignent le plus de difficultés, c'est aussi celle qui reste encore en deçà des attendus de la loi. Des trois fonctions publiques, c'est celle qui emploie le moins de personnes handicapées, alors que la fonction publique territoriale, en revanche, elle est depuis longtemps au-delà des 6%, et c'est elle qui emploie le plus de personnes en situation de handicap. Donc, comme quoi, voilà, ce poids donné aux référents handicap, ces outils qui leur sont donnés, la reconnaissance de leur métier, ça a vraiment un effet direct, quoi. Merci Emmanuel. Karine et Caroline, vous avez des choses à ajouter par rapport à cette question? Je dirais que nous, au FIP, quand on voit des conventions employeurs, on voit bien la différence dans la structuration, dans l'organisation des
des établissements, on voit une différence entre la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale, et la fonction publique hospitalière avec les ressources handicap mutualisées, avec notamment la Fédération hospitalière de France et la NFH. On voit qu'il y a quand même un progrès dans le taux et dans l'accompagnement des agents en situation de handicap, avec des propositions de formation pour les agents en situation de handicap dans la fonction publique hospitalière. Et c'est vrai que pour la fonction publique d'État, nous travaillons encore beaucoup avec les ministères, mais aussi les établissements autonomes, pour pouvoir, pour qu'il y ait un essaimage de cette politique handicap. Merci Caroline. Donc, je vous propose de passer à la question suivante. Donc, au-delà des formations en fait des référents handicap, est-ce que les résultats donc de ces recherches ont une chance d'être intégrés aux différentes formations qui sont assurées par l'EHESP, donc École des études en santé publique, pour les référents handicap soient mieux reconnus et soutenus sur le terrain? Alors, qui veut répondre à cette question? Je veux bien tenter de répondre. C'est qu'on est toutes aussi enseignantes dans ces différentes filières et on peut avoir l'occasion de mettre ces contenus. Donc, il n'y a rien d'impossible. Surtout que ces publics, on les a vraiment dans l'école. Merci Pour le Karine. moment, on partage déjà les résultats au sein de plusieurs masters de l'EHESP. Je pense notamment dans le cas du master 1 de la mention de santé publique, politique, population et société. On propose aux étudiants de travailler sur la question de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et ils ont déjà mené des travaux sur les référents handicap les 2 dernières années. Et on intervient également dans le master que co-dirige Emmanuel, le master 2 situation de handicap et participation sociale, où bien évidemment on présente les résultats des travaux sur les référents handicap, puisque certains participants sont également référents handicap. Pour les formations statutaires, disons que c'est un cours de négociation. Il faut trouver en fait de la place dans les maquettes. Mais en tout cas, dans le cadre du séminaire commun de santé publique, c'est-à-dire la rentrée des élèves fonctionnaires, Emmanuel et moi avions proposé une conférence et un travail sur les questions de handicap et emploi. En tous les cas, si je peux me permettre, en tous les cas, le FIP est convié à intervenir, notamment devant les futurs directeurs d'école, pour justement parler du conventionnement et des manières de mobiliser le FIP-HFP. Merci Caroline. Et donc, dans l'attente d'autres questions, moi, je serais un peu curieuse en fait de savoir comment la construction du diplôme en fait que vous avez mentionné et celle de l'enquête quantitative se sont nourries mutuellement, ou alors comment elles se sont construites ensemble. Est-ce que l'une d'entre vous peut préciser ça, s'il vous plaît? Pour l'instant, en fait, on a formé un collectif de personnes de l'école. Et d'ailleurs, non, extérieur aussi, puisqu'on a une formatrice relais qui nous accompagne aussi dans ce collectif. Et on a refait table rase, en fait, de ce qu'il devait y avoir dans ce DE. Donc, on est en cours de réforme de ce DE. Et puis, ce qui est intéressant dans ce collectif, c'est qu'il est pluriprofessionnel, pluridisciplinaire. On a autant des chercheurs, des enseignants, des référents handicap, des formatrices relais. J'oublie certainement, voilà, on a nos chercheuses qui sont ici présentes aussi. Et donc, bien sûr, on attend aussi que l'observatoire démarre pour pouvoir vraiment aller jusqu'au bout de la rénovation du contenu. Merci Karine. Est-ce que l'une d'entre vous veut ajouter quelque chose à la suite de Karine? Juste dire que les résultats qu'on vous a présentés là, on les a beaucoup partagés entre nous, petit collectif, sur la refonte de ce nouveau diplôme. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on a commencé à penser les différentes séquences, les différents modules du futur diplôme, comment répondre aux besoins qui ont été identifiés à travers les enquêtes, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives. Juste pour préciser que inversement,
l'ancien diplôme avait également permis en fait à la recherche d'avancer. C'est-à-dire que quand nous étions en train de construire le questionnaire, on avait bien évidemment toutes les chercheuses qui avaient déjà travaillé sur ces questions et qui avaient pu observer ou rencontrer des référents handicap et qui du coup avaient un peu une idée de quelles sont leurs difficultés, qu'est-ce qu'il faudrait poser comme question dans le cadre du questionnaire. Et on a pu également tester notre questionnaire 2 fois auprès des participants au premier diplôme qui avait été fait sur les référents handicap ici à l'EHESP. C'est-à-dire qu'ils nous ont permis de faire pas mal d'ajustements, justement parce que c'était des professionnels des terrains et qui pouvaient nous conseiller sur, ah tiens, là, ça serait bien que vous précisiez, est-ce que cette mission, vous la faites seule, à plusieurs, pas du tout. Voilà, il y avait des petits ajustements et on l'a fait 2 fois. Et c'était très éclairant pour nous parce que quand on a envoyé notre questionnaire, du coup, ça pouvait parler à ces professionnels parce que ça avait été fait avec l'aide de leur père. Merci Béatrice. Alors, Emmanuel, oui, pardon, Karine. D'ailleurs, on repartira des questions principales de ce questionnaire pour pouvoir continuer un peu nos enquêtes auprès des stagiaires inscrits en formation en région. Merci, on voit bien l'articulation là entre recherche, formation, expertise. Emmanuel, je vous voyais hocher de la tête. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter à ce sujet? Merci. Je ne sais plus à quel moment j'ai hoché la tête, mais par contre, c'est vrai que j'avais envie de reboucler avec la question précédente d'une personne qui participait au webinaire hein, sur la formation et la communication de nos résultats, peut-être au-delà des référents handicap. C'est vrai que je pense qu'un des points vraiment importants, et Caroline en a un petit peu parlé, Karine aussi à un moment ou un autre de leurs interventions, c'est que effectivement on diffuse ça aussi auprès des directeurs dans la fonction publique parce qu'on voit bien hein, quand même que pour que les référents handicap puissent mener une action efficace, il faut qu'ils soient soutenus par leur direction. Et tout le travail qu'on va faire ici et qu'on fait ici avec les référents handicap, l'idée, c'est aussi de le diffuser au-delà parce que même si les référents handicap, ils sont très bons, très bien formés, très investis, ils vont avoir besoin aussi de l'appui de leur direction pour pouvoir agir, quoi. Merci beaucoup pour cette réponse bien complète. Est-ce que Caroline, vous voulez ajouter un petit mot avant la fin ou on peut s'arrêter là peut-être? Je crois qu'il y avait une question sur la formation initiale et s'il y avait des formations d'approfondissement. Ce que l'on peut dire, c'est que les formations en région, c'est une formation initiale ou en tout cas une formation de socle. Et la formation d'approfondissement, c'est le diplôme d'établissement de l'HESP. Et par rapport au métier de référent handicap et par rapport à la restructuration du DE, c'est vrai que c'est important d'avoir en tête que d'avoir en tête que les référents handicap travaillent parfois dans des conditions difficiles ou en tout cas pas simples. Et comme l'a rappelé Emmanuel, il y a besoin d'apport de leur direction. Et c'est vrai que s'ils sont bien formés, je pense qu'ils pourront mieux se positionner. Et il est important aussi de travailler sur comment accompagner les personnes en situation de handicap. Parce que parfois, les référents handicap sont en questionnement par rapport à leur place vis-à-vis du handicap de la personne et la situation de la personne. Merci beaucoup Caroline. Donc je vois que le temps tourne et que notre webinaire arrive à terme. Donc je voulais vous remercier vraiment toutes les quatre. Merci au FIP et merci à nos participants d'être venus si nombreux, si nombreuses pour ce webinaire. Donc, je vous rappelle que ce webinaire était enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube de l'EHESP d'ici 2 ou 3 semaines. Et on aura le plaisir de vous retrouver d'ailleurs la semaine prochaine, donc le 12 mai, pour une présentation de Pénélope Codello qui viendra nous présenter en fait ses travaux de recherche à l'occasion.
Donc, merci à toutes et à tous pour cette intervention et pour votre participation. Au revoir, bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Merci.